Tout d'abord, je demande la permission à nos invités québécois de dire un petit mot en langue arabe avant de... Permettez-moi de dire un petit mot d'introduction en langue arabe avant d'enchaîner et de parler en français. مساء النور. اليوم الحضور الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. اليوم كمدير المركز الثقافي المغربي دار المغرب سعيد جدا بإعطاء الانطلاقة الرسمية الفعاليات الدورة الأولى لمعرض دار المغرب للكتاب والأدب المغربي، والذي ينظم بشراكة مع جمعية باسخيل ومع وزارة الثقافة والاتصال المغربية ومع شبكة دار النشر بالمغرب. اليوم يشكل بالنسبة لدار المغرب حدث متميز من أجل إبراز الإبداع الأدب لدى الجالية المغربية، وهو إبداع غني، ونحن وأنتم كمغاربة ونحن كمركز ثقافي مغربي فخورين جدا بهذا الإنتاج الفكري لمغاربة كندا، والذي سيكون من خلال هذه الدورة الفرصة لتقديمها وتقريبها من جمهور الأدب المحلي. Mesdames et messieurs, honorable assistance, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation du Centre culturel marocain et de ses partenaires, notamment notre partenaire canadien, l'association Passerelle présidée par M. Kamal Benkiran. C'est un événement pour le Centre culturel marocain exceptionnel. C'est un événement que Dar al-Maghrib a programmé depuis très longtemps et on est très heureux de voir le lancement aujourd'hui de la première édition du Salon Dar al-Maghrib du livre et de la littérature marocaine. Avant de dire mon petit mot et de vous présenter le programme du Salon, j'aimerais bien inviter un homme exceptionnel, un homme que j'ai rencontré pour la première fois ici à Montréal tout à l'heure. Je suis toujours son fan. J'ai lu pas mal de ses ouvrages. J'étais accro de ses chroniques sur la radio, Lux Radio. Et pour moi, c'est un honneur de le recevoir ici à Montréal. C'est un jeune écrivain. C'est un talent qui honore la littérature marocaine. Et j'espère que vous allez l'admirer, certes, aussi. C'est notre président d'honneur, le président d'honneur du Salon, qui a accepté sans aucune hésitation notre invitation. Et on le salue très fortement d'avoir accepté cette invitation et d'avoir honoré le Centre culturel marocain et la communauté marocaine de sa présence. Il s'agit de M. Driss Jeydan, philosophe, essayiste marocain, chroniqueur à Lux Radio au Maroc, directeur de la collection Royaume des idées au Maroc. Il a publié plusieurs romans.
suis en train de chercher ta nouvelle carte. Oui, elle est là devant moi. Elle a publié plusieurs romans, des essais. Elle est spécialiste des questions de la diversité culturelle. Elle a publié Le jour venu, Seuil, Le divin marocain, Le Fennec, Artisan d'un destin autre, Bouillon de culture. Et son dernier livre, il va le présenter tout à l'heure et vous aurez l'occasion de l'acheter et il va le signer. Je vous demande d'applaudir fortement le créateur et le nouveau président d'une nouvelle association créée récemment qui s'appelle Association des gens du livre de Mogador, M. Driss Jaidan. Si Jafar, tu m'as fait suer avec toute ta gentillesse. Et tu m'as intimidé, j'ai le trac, ça m'arrive encore. Et je te remercie pour ton invitation. Je voudrais vous dire que je suis extrêmement honoré. Je n'ai pas accepté d'être président de ce salon. C'est d'abord un honneur pour moi de revenir dans ce pays où je n'étais pas venu depuis très longtemps. Et où j'ai au moins 3 choses à vous dire. La première, c'est qu'au Maroc, il va devenir de plus en plus essentiel que les talents qui existent ici soient connus et reconnus. Donc tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec Sibne Kiren de l'association Passerelle et on va faire en sorte justement que ce soit possible. On a créé avec mon ami Abdelkader Tnani une collection qui s'appelle Le Royaume des idées, où évidemment les écrivains qui vivent ici, les écrivains marocains, pas seulement marocains, tous qui vivent ici, pourront publier des textes, de la littérature, des essais. Évidemment, le contact est pris et je voulais aussi vous parler de cette association des gens du livre de Mogador, 3e point, où une fois par an, nous allons aussi honorer des écrivains à partir d'une thématique qui changera tous les ans. Cette année, ce sera la figure de l'étranger. Donc nous allons nous intéresser particulièrement à cette littérature de l'étranger, à la question de l'étranger, à la question de l'autre. Et il va de soi que j'espère qu'on va recevoir vos ouvrages. Je sais qu'il y a ici un dynamisme intellectuel et littéraire qui ne s'est jamais démenti. Et il faut souhaiter qu'au fur et à mesure, vous puissiez aussi venir présenter votre travail, votre création littéraire, votre travail intellectuel au Maroc pour que le public, qui ne vous connaît pas suffisamment, puisse vous rencontrer et que nous puissions aussi juger de la manière dont finalement des Marocains qui vivent au Québec, au Canada, ont à nous apprendre des choses sur le monde et sur nous-mêmes. Voilà. Si Jafar Dbar, je te remercie pour ton invitation, pour toutes les gentilles choses que tu as dites, à mon avis un peu exagérées. Et puis je vous souhaite un magnifique salon. Et je ne sais pas si j'invite les gens à monter sur l'estrade tout de suite ou pas. Monsieur le directeur, ben voilà. Je crois que la discussion va pouvoir commencer. Merci d'être venus si nombreux. Et j'invite notre cher partenaire, M. Kamel Ben Kiran, qui n'a pas hésité lui aussi, quand je lui ai proposé d'être partenaire du salon de la première édition. Il a salué l'initiative. À l'instant même, il a contribué le jour même de la première réunion à l'enrichissement du programme. Je vous en remercie, M. Ben Kiran, et c'est un plaisir que votre association s'associe à Dar al-Maghrib pour l'organisation de cette première édition. À toi la parole, cher ami. J'ai ramené une feuille parce que je veux tout dire. Je tiens à exprimer toutes les idées. Merci, c'est Jafar. Moi, je pense que les livres ont toujours été ce passage secret qui nous relie. Et la littérature, un chant de cœur, rassembleur,
des gens issus de toutes les confessions, de toutes les appartenances. Il y a une citation de Louis Aragon qui me tient à cœur. La littérature est une affaire sérieuse pour un pays. Elle est au bout du compte son visage. L'organisme Passerelle que je dirige depuis quelques années est heureux de s'impliquer comme partenaire avec le ministère de la Culture du Maroc, l'Association des éditeurs du Maroc, à cette magnifique célébration du livre Des mots de la littérature, organisée par le Centre culturel marocain, sous la bannière de la culture plurielle au service du vivre ensemble. Cette première édition, comme on peut le constater, donc, met en valeur les écrits des auteurs issus du Maroc et les auteurs canado-marocains, je dirais. Il y a un bon nombre d'auteurs intellectuels pour promouvoir au Canada la littérature de consonance marocaine et faire découvrir les noms, parce qu'on ne cesse de voir que parmi la communauté, je dirais parmi les communautés, les noms, on ne les connaît pas comme il faut. Et je pense que c'est venu le temps maintenant de connaître au moins 5 ou 6 ou 7. Si on connaît une dizaine, c'est donc pas mal. Des auteurs de consonance marocaine qui écrivent, qui éditent ici ou qui éditent même au Maroc. Donc la promotion du vivre ensemble et du dialogue interculturel, de la valorisation de l'écrit ont toujours été des défis auxquels l'organisme Passerelle s'est attelé depuis des années. Et les enjeux que nous vivons dans notre monde contemporain nous intiment la nécessité de réfléchir profondément à beaucoup d'enjeux, à des pistes, à des issues qui permettraient le rapprochement entre non seulement des entités individuelles, mais des entités collectives aussi. L'intellectuel n'en demeure pas moins quelqu'un qui risque tout son être sur la base d'un sens constamment critique. Et il nous importe à nous de perpétuer, de maintenir ce dialogue interculturel entre nous et de tisser des passerelles. Et en termes de passerelles et de ponts, j'avais pris la décision il y a 2 ou 3 années de publier un de mes recueils de nouvelles que j'aurais pu intituler « Un Marocain au Québec ». Mais je l'ai intitulé « Souliers mauves et autres nouvelles » et je l'ai publié et édité dans une belle maison d'édition en vue avec Sichraibi, qui est très dynamique, c'est Marsam. Et il y a cette perspective de pouvoir tisser des ponts parce que au Maroc, les auteurs ne nous connaissent pas comme il faut et nous, on ne les connaît pas. Moi, j'étais très ravi de voir Mahi Bin Bin, Rachid Khals, de voir Madame Soumeya Naaman Ksous, de parler avec Si Mohamed Ndali et de discuter de tout ça. Et comme disait Idriss Jaïdan tout à l'heure, c'est très important de continuer à tisser des ponts et de permettre la circulation des idées et de permettre le dialogue continu entre diaspora des Marocains du monde et auteurs marocains du Maroc. Merci au Centre culturel marocain et son directeur Si Jafar Dbar pour, je dirais, non seulement ce regard, mais c'est un égard. C'est un égard porté pour le livre et les gens du livre dont nous avons besoin. Merci à vous, chers amis, de votre présence. Donc, permettez-moi juste de vous faire une petite présentation du salon, de la première édition du salon. Je vous demande encore un peu de patience. Je sais que vous êtes là, pas pour m'écouter, mais pour écouter les conférenciers et les intervenants. Mais un peu de patience, 3 à 5 minutes, ça ne va pas. Hein. Merci beaucoup, si vous le permettez. Donc, sous la bannière de la culture plurielle au service du vivre ensemble, le Centre culturel marocain Dar el Maghreb organise la première édition du salon Dar el Maghreb du livre et de la littérature marocaine. Et c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de l'année 2018 du Centre culturel marocain, qui a été validé par la commission interministérielle qui est présidée par M. Abdelkrim Ben Atiq, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration. Et j'aimerais m'arrêter une petite seconde pour saluer très fortement le soutien indéfectible et indéniable de Monsieur le ministre Ben Atiq. Et je vous demande, s'il vous plaît, de l'applaudir fortement. Parce que c'est grâce à sa volonté, c'est grâce à ses instructions que le Centre culturel marocain a pu élaborer
un plan d'action durant toute l'année 2018. C'est pour la première fois qu'on a une programmation du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, pour nous, c'est un exploit pour le Centre culturel marocain. Donc, organisé en partenariat, comme j'ai dit, avec le ministère de la Culture et de la Communication du Maroc, et l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc, présidée par M. Rtnani, qui sera présent avec nous demain, et l'organisme québécois E-Passerelle, présidé par M. Benkiren. Ce salon se veut une occasion annuelle pour promouvoir au Canada la littérature marocaine nationale et faire découvrir au grand public la création littéraire des Marocains vivant au Canada. M. Jaydan, le président d'honneur, a parlé tout à l'heure de la nécessité de tisser les liens entre les Marocains au Maroc et les Marocains du Canada. C'est ce que le Centre culturel fait depuis sa réouverture. Et juste à titre d'indication, l'année dernière, on a invité du Maroc 13 conférenciers. Et aujourd'hui, on est le mois d'avril et on a déjà invité 8 conférenciers. Et d'ici la fin, le Centre culturel, il y aura plus de 30 conférenciers spécialistes, sans compter les groupes de musique, je ne les ai pas comptés pour l'année dernière, sinon ça sera plus de 60 personnes. Et donc c'est un espace de rencontre et de dialogue entre les Marocains d'ici et les Marocains venant du Maroc. Et comme je vous ai dit, moi, depuis ma jeunesse, je vous entends, je vous lis et je vous ai rencontré ici. Et beaucoup de gens, c'est pareil. Donc le programme culturel de ce salon comporte une série d'activités allant des conférences et des tables rondes animées par des intellectuels marocains et canadiens. Et aussi, on a des performances poétiques musicales, en plus des présentations et signatures de livres publiés en 2017 et 2018. Et tout à l'heure, il y aura la cérémonie de signature du dernier livre de M. Driss Jaydan et celui de Mme Rachida Azdouz, qui vient de publier le mois de mars dernier. Les débats et les échanges de cette première édition du Salon porteront sur des questions liées à la gestion de la diversité au Maroc et au Canada, telles que le rôle de l'intellectuel dans la promotion du vivre ensemble et du dialogue interculturel, sujet de la conférence qui va commencer tout à l'heure. Au programme également le renforcement du dialogue interculturel ainsi que la culture comme antidote à l'obscurantisme et à la xénophobie et la radicalisation. La culture ainsi que l'expression artistique amazigh comme exemple de diversité plurielle au Maroc seront aussi abordés lors de cette première édition. Figure aussi parmi les sujets qui seront discutés lors de cette rencontre littéraire le constitutionnalisme marocain et les réponses aux défis de la diversité et du vivre ensemble, ainsi que la créativité en langue d'origine par les Marocains du Canada. Le salon réunira un grand nombre d'intervenants et participants de choix. Dans le programme Jeunesse Littérature, on va présenter la jeune maroco-canadienne de 22 ans, Soukaina, qui va présenter son premier ouvrage qui s'appelle Words, publié en mars 2018. Le salon connaîtra ainsi la participation de 23 femmes et hommes de lettres. Et ce n'est pas facile de les rassembler. Parmi eux figurent 6 écrivains et chercheurs invités du Maroc. Et permettez-moi de les nommer. Il y a M. Driss Jaydan, Fatiha Mourchid, qui présentera demain avec des amis et des poètes marocains une lecture de poésie. Il y a Soumiya Nouman Ksous, notre sociologue, qui a déjà présenté le mois dernier 2 conférences ici au centre et à l'Université Concordia. Moujahid Houssine, le secrétaire général de l'Institut royal de la culture amazigh. Abdelkader Tnani, président de l'Union professionnelle des éditeurs. Et il y a aussi Mouhan Naji, qui est professeur universitaire à Fès et président du Centre international du dialogue et du multiculturalisme, que je salue fortement.
Il y a aussi 16 participants canadiens et québécois marocains vivant à Montréal, à Sherbrooke, Ottawa et Toronto qui seront aussi au rendez-vous. Il s'agit de Rachida Azdouz, Yolande Cohen, Kamel Benkiran, Majid Blel, qui vient de Sherbrooke, Fayrouz Fawzi, Soukaina Al-Hlo, Mustafa Ben Faris, Smaïl Harakat, Radouane Ben Nusayr, Hafid Zabour, Abdelkader El-Filali, qui vient de Toronto, d'Ottawa, Abdelghani Dadis, Hicham Mu'tadid, Khalil Fansab, Nathalie Rochefort, Souhail Fouzet et Aqila Chikri, Souhair. Et aussi, en dernier lieu, je l'ai laissé, je lui donne la parole, pour qui vient de nous rejoindre, M. Jamaldine Tedlaoui, professeur en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke. Je vous demande de venir parce que c'est lui qui va modérer l'invitation, c'est lui qui va inviter les conférenciers. Le salon, comme vous l'avez constaté, est marqué par une offre documentaire présentée par le Centre culturel d'Arles Maghreb. Ce seront ainsi plus de 600 titres d'auteurs marocains vivant au Maroc et au Canada qui sont exposés au public. Figurera parmi ces ouvrages 450 titres offerts au Centre culturel marocain à l'initiative de M. le ministre de la Culture et de la Communication à l'occasion de l'événement Le Maroc, pays invité d'honneur dans la 20e édition du Salon international du livre de Québec. À noter que cette offre documentaire est éditée par le ministère de la Culture et de la Communication et plus de 14 institutions marocaines, gouvernementales, académiques et de recherche. La première édition du salon, et ça sera vraiment, j'aimerais bien que vous soyez présents, le 28, ça sera une fête qui va mettre en valeur et en l'honneur la créativité littéraire des Marocains du Canada. C'est une grande soirée de gala qui rendra hommage à la créativité littéraire des Marocains du Canada. Ça sera un moment fort du salon, lors duquel sera rendu hommage à une vingtaine d'hommes et de femmes de lettres maroco-canadiens, placés sous le titre « Les compétences littéraires marocaines au Canada, moteur de développement, de compréhension et de promotion des valeurs de tolérance et de dialogue ». Merci de votre patience, merci de votre attention et je vous souhaite un bon salon. Et je donne la parole au professeur Tedlaoui pour inviter ses conférenciers. Merci encore une fois de votre patience. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Darles Maghreb. Et je vais inviter nos panélistes en me permettant tout d'abord de me présenter. Jamaldine Tedlaoui, enseignant à l'université j'ai 3 casquettes en fait. Tout d'abord à l'université de Montréal où j'enseigne la sociologie du monde arabe, méthodologie, sociologie. À l'université du Québec à Montréal où j'enseigne différents cours, y compris des cours de maîtrise et de bac, l'intervention interculturelle, l'évolution de la famille et j'en passe. Et bien entendu, depuis 2008, existe au Canada, au Québec, le seul programme de maîtrise en médiation interculturelle qui, depuis 2009, a donné ses premiers lauréats jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce programme-là, tout d'abord, je le dis, médiation interculturelle, ça vous dit quoi d'abord, médiation interculturelle? On pense tout de suite au conflit, n'est-ce pas? Mais loin de nous de travailler uniquement dans le cadre de résolution de conflits, mais de rapprochement interculturel. Et c'est le lien que je fais avec l'animation de cette table ronde qui permettra à tout un chacun de nos invités de nous parler de ce vivre ensemble, de ce rapprochement, de ce qu'est l'interculturel. Donc je suis là pour pas parler pour moi, mais je vais inviter tout de suite messieurs, d'abord je vais commencer par les dames, si vous permettez, n'est-ce pas?
Madame Yolande Cohen, Madame Rachida Azdouz, Monsieur Driss Jaidan, Si Mohan Naji et Monsieur Benkiran Kamal. Prenez place. Et bien entendu, Monsieur Moujahid Hussein. Bienvenue. Alors, donc, le thème qu'on a à débattre et à échanger, à essayer de partager avec vous, le titre qu'on m'a donné, c'est bien le rôle de l'intellectuel dans la promotion du vivre ensemble et le renforcement du dialogue interculturel. Tout d'abord, avant d'entamer justement la discussion, on va se permettre d'avoir quelques règles, quelques petites règles de bienséance, et pour pouvoir vous écouter tous, tout un chacun. Mais avant, comme je ne veux pas faire d'impair et d'oublier quelques références que ce soit pour nos différents panélistes, je vais leur demander d'abord de se présenter comme ils veulent, à travers l'interculturel, à travers vos postes, à travers votre vivre ensemble, à travers ce que vous souhaitez nous partager avec vous pour que les gens vous connaissent un petit peu. Donc je vais commencer par Rachida. Bien, bonsoir tout le monde. Merci Jamaldine, merci à la Maison du Maroc de nous avoir offert cette possibilité de venir débattre ici. Moi je suis Rachida Azdouz, je suis psychologue, je suis spécialiste en relations interculturelles à l'Université de Montréal et je pense que ça suffit. Merci. Donc, je ne vais pas commenter à chaque présentation, mais nos amis vont être très discrets sur ce qu'ils sont, mais c'est eux qui vont pouvoir vous dire ce que vous devez retenir de leur personne, de leurs expériences. Madame Yolande, elle a un micro, d'accord ? Très bien organisé. Merci infiniment de m'avoir invité à cet événement, premier salon du livre du Maroc au Canada. Je suis vraiment ravie. Et moi je suis historienne, spécialiste, si j'ose dire, en histoire des femmes, histoire du genre. Et je travaille actuellement sur les migrations maghrébines comparées entre les religions, plutôt juifs marocains au Québec et en France, et comparées aussi par rapport aux diasporas. Alors, est-ce que je fais de l'intervention interculturelle? Je ne crois pas. Mais bon, comme historienne, je fais ce que je peux. Merci Yolande. Mais on verra tout à l'heure ces définitions d'interculturel, d'intervention, du vivre ensemble, tout ça, on va essayer de le débattre entre nous. Alors, Monsieur le Président du Salon, à vous. Moi, ça va être très simple. Je m'appelle Driss Jaidan et je vis et j'écris à Casablanca. Voilà. Depuis des années. D'accord. Et je suis content d'être parmi vous et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Monsieur Sinnaji. Merci. Je félicite d'abord les organisateurs pour ce salon. Merci pour l'invitation. Je suis donc Mohan Naji. Je suis linguiste de formation, auteur et j'ai écrit sur l'immigration, les langues et les cultures au Maroc. Et je préside actuellement le Centre Sud-Nord pour le dialogue interculturel au Maroc et je réside à Fès. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Hussein. Il n'est pas là. Pas grave. Il n'y a pas de micro balada. تفضل. Tout à fait. Comme vous voulez.
Je peux m'en passer. Je m'appelle Seyd Bouzahid. Je suis d'abord, je remercie d'abord ces Jafar pour cette invitation. J'ai assisté à l'inauguration en 2012 de ce centre et j'avoue vraiment ma grande satisfaction de voir la transformation grâce à ce jeune homme-là qui a beaucoup fait pour ce centre. Je suis linguiste de formation, je m'intéresse beaucoup à la littérature orale et à la culture, à la tradition orale, c'est mon domaine de recherche, mais ici je suis surtout, je représente l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture Amazigh, dont les publications sont ici au salon et qui est un partenaire du centre, et c'est une institution qui a été créée pour promouvoir justement une part de l'interculturel marocain, l'identité culturelle plurielle marocaine. Merci. Merci. Monsieur Belkiran, si vous voulez bien. Alors, Kamel Belkiran, ça fait 16 années que je vis, que j'écris à Montréal. J'enseigne le français à la commission scolaire Pointe-de-l'Île et donc je dirige une association qui a jusqu'à date invité, je dirais à peu près 90 auteurs pour parler de leur œuvre et de leur écrit. Une magnifique expérience avec un projet qu'on a fait avec un monsieur, Mohamed Sadri, qui s'appelle le projet Les 1000 soirées littéraires, où on avait donc exploré toutes les sensibilités littéraires qui se trouvent au sein de la littérature québécoise et des Québécois issus des communautés. Une expérience que j'ai traduite aussi au sein de la télévision, en étant que j'anime donc jusqu'à date une émission littéraire qui s'appelle Art et Lettres, et où on interpelle des auteurs, des médiateurs, des acteurs culturels et des présidents d'associations. Voilà. Merci, Seyd Kéran. Alors donc, je rappelle le titre qui nous est donné, le rôle de l'interculturel dans la promotion du vivre ensemble et le renforcement du dialogue interculturel. Alors, comme on est entre nous, on va pouvoir faire notre règle commune afin que si vous souhaitez intervenir par rapport à une dimension du sujet, il suffit de demander la parole et puis on va vous la donner pour qu'il y ait plus de synergie, plus de discussion entre nous. Oui, on m'a suggéré quelques questions que je vais essayer de vous poser d'une certaine façon, mais pour ma part, dans la mesure où, et là on va faire le lien avec l'intervention, le rôle de l'intellectuel dans la promotion du vivre ensemble et le renforcement du dialogue interculturel. À mon goût, ce titre-là, il est pas mal étendu et pas mal large. D'accord ? Alors, on va essayer de le limiter en fonction de vos représentations de ce qu'est d'abord l'intellectuel, pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Pas peut-être est-ce qu'il est à l'image de l'intellectuel engagé tel que le définissait Sartre ? Est-ce que le rôle de l'intellectuel à travers ses conférences, ses écrits, ce vivre quotidien, que pour vous représente d'abord ce concept d'interculture ? On n'est pas à l'école, on n'est pas à l'université, mais il faut quand même partir de quelque chose. Oui, je pense qu'il y a peut-être un petit malentendu parce qu'on nous avait proposé de faire une petite présentation d'une dizaine de minutes chacun. Et après, si tu le souhaites, tu peux nous... Mais je pense, moi, je serais beaucoup plus à l'aise avec ça parce qu'on avait préparé notre petit topo de 10 minutes. Peut-être même pas 10 minutes, enfin juste présenter... Ça va être beaucoup plus rapide et ensuite, on pourrait échanger sur tes questions, si tu le permets. Parce qu'on avait... Ok, d'accord. Ok. Mais on m'a donné des questions. Hein. D'accord, mais après, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc j'ai quand même cette petite dextérité de médiateur interculturel. Hein. Donc certains sont d'accord avec la première proposition, l'autre qui a été préparée pour une dizaine de minutes. On va couper la poire en deux et chacun va faire une petite présentation sur le sujet et pour par la suite pouvoir débattre sur ce que représente ce thème-là. Oui, c'est bien. C'est bien ? Oui, c'est OK. À toi l'honneur. Oh mon Dieu.
Bon, voilà ce que ça donne quand on a une grande gueule. Voilà. 10 minutes, oui. Je prendrais peut-être 8 minutes, pas plus. Bien. Alors, moi, ma réponse à la question, c'était... Quel est le rôle des intellectuels dans la promotion du vivre ensemble et du dialogue interculturel? Avant de répondre à la question, je pose la question, vivre ensemble, de quoi parle-t-on? Parce qu'avant de polémiquer sur le comment vivre ensemble et quel modèle d'aménagement de la diversité devrait-on prôner, il faut d'abord de quoi parle-t-on? Donc j'ai quatre variantes du vivre ensemble. Le vivre et laisser vivre, c'est l'idéal multiculturaliste. Le vivre comme, qui est l'idéal républicain à la française, le vivre avec, qui est l'idéal interculturel, le vivre contre, tout contre, aimez-vous les uns les autres, et le vivre envers et contre. Donc voilà les 5 variantes du vivre ensemble autour desquelles se déroule ou s'articule le débat sur le vivre ensemble, ici et ailleurs d'ailleurs. Rapidement, avant de répondre à la question quel est le rôle des intellectuels, cette question nous est posée dans un contexte particulier, un contexte qui est marqué par la polarisation du débat. Chez nous, en Europe, et dans une moindre mesure dans notre pays d'origine, le Maroc. Donc un débat polarisé, je dirais même confisqué, pollué, dynamité, un débat qui oppose les progressistes et les conservateurs. Et dans ce contexte-là, le rôle de l'intellectuel est d'autant plus important. Donc moi, je donnerai 4 rôles. Je vois 4 fonctions de l'intellectuel dans ce débat sur le vivre ensemble. C'est une responsabilité scientifique, une responsabilité d'ordre éthique et moral, une responsabilité politique et une responsabilité pédagogique. La responsabilité scientifique, qui consisterait, selon moi, à transmettre des savoirs, mais aussi à produire des savoirs. Transmettre des savoirs, c'est-à-dire remettre les savoirs et la raison critique au cœur d'un débat qui est actuellement dominé par l'émotion, les faits alternatifs, le témoignage et les perceptions hissées au rang de données probantes. Produire du savoir parce que c'est aussi la prétention de l'intellectuel, produire du savoir parce que c'est aussi un acteur important de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est de proposer des éléments de réponse aux défis qui nous sont posés par notre environnement, et à ce titre-là et à ce chapitre-là, l'intellectuel a toute son importance. Donc, transmettre et produire du savoir. La deuxième fonction, ou la deuxième responsabilité de l'intellectuel, elle est d'ordre éthique et moral. C'est-à-dire renouer, ou en tout cas proposer de renouer avec une certaine éthique de la conversation, du dialogue interculturel et de la délibération critique. C'est un chapitre où ça va très mal par les temps qui courent. Le débat sur le vivre ensemble souffre en effet, par les temps qui courent, d'un surplus d'idéologie et d'un déficit de démocratie. Trop d'idéologues et de démagogues, pas assez d'humanistes et d'esprit libre. C'est en tout cas le constat que l'on fait ici, chez nous, au Québec, surtout depuis une dizaine d'années. La France n'est pas en reste. La troisième responsabilité de l'intellectuel est politique, c'est-à-dire celle d'opposer à l'immédiateté de la politique partisane la distance critique, la hauteur, la reconnaissance de la légitimité de la parole de l'autre, celui qui n'a pas la même conception de la vie bonne que soi. Dans la mesure, bien entendu, où cet autre ne prône pas une parole haineuse. Trop de procès, pas assez de débats. C'est la triste réalité de ce débat sur le vivre ensemble, et les intellectuels ne sont pas toujours à la hauteur de leur fonction ou de leur responsabilité politique, puisque parfois le jupon de l'idéologue et du militant dépasse. Dernière fonction, je t'avais dit que ça prendrait moins de 10 minutes. C'est toujours très court. C'est proportionnel à ma grandeur, je mesure 1,50 m. La quatrième responsabilité de l'intellectuel, elle est pédagogique. Pédagogique, pas au sens moralisateur et donneur de leçons, mais dans le sens où l'intellectuel est là aussi pour éclairer sans chercher à endoctriner. Éclairer, cela veut dire
proposé plusieurs grilles de lecture, plusieurs grilles d'analyse, pas seulement celle qui correspond à notre propre vision du vivre ensemble. C'est ce qui différencie la posture pédagogique de la posture militante. La posture pédagogique et la posture militante, en passant, ne sont pas antinomiques. Je veux dire, éduquer, c'est aussi militer. Un pédagogue, c'est un militant contre l'ignorance et les préjugés. Donc c'est aussi un acte de militantisme et de militance, mais le pédagogue n'est pas que militant. Donc ces postures ne sont pas antinomiques. Quand Bourdieu disait il faut être capable de penser la politique sans penser politiquement, ce qu'il disait, c'était, il voulait démontrer que les sciences sociales et le militantisme ne sont pas antinomiques. Toutes deux sont les deux facettes du travail de l'intellectuel. Donc, ils analysent, ils questionnent la réalité sociale et c'est une façon de contribuer à la transformer. Et c'est là toute la vocation de l'intellectuel. C'est un agent de transformation. Donc, il n'est ni un apôtre du statu quo, en matière de vivre ensemble en tout cas, ni le statu quo, ni le retour en arrière et à l'obscurantisme, ni un progressisme supposément révolutionnaire qui congédie la mémoire, car c'est quand même de cela qu'il s'agit, de vivre ensemble. C'est une injonction au souvenir et une injonction au devenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, est-ce que, Yolande, tu veux prendre la parole pour une dizaine de minutes, 5 minutes? Un peu moins. D'accord. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec Rachida et la manière dont elle pose les problèmes, je pense, nous indique beaucoup de voix par rapport à ce que serait la posture idéale, finalement, de l'intellectuel et dans un monde, peut-être pas idéal, mais dans un monde rêvé, hein, je dirais. Mais tout ce que tu dis est tout à fait juste. Et quant à moi, ce que je voulais simplement indiquer très rapidement, c'est que je pense qu'en identifiant un rôle aux intellectuels, on leur prête beaucoup de pouvoir en pensant qu'ils peuvent agir sur l'opinion publique et en influencer le cours. Alors, ça a été une illusion pendant tout le 19e et le 20e siècle, je pourrais dire, et certainement leur rôle n'est pas nul, mais il est aujourd'hui largement contrebalancé par ce qui se trame dans les réseaux sociaux, sur lesquels l'impact réside dans les nombres et non pas dans la teneur des propos. Or, c'est un des grands problèmes que nous avons, c'est comment se faire entendre. D'où peut-être cette transformation un peu du paradigme dans lequel on est, une grande vague d'anti-intellectualisme extrêmement forte, où on ne veut pas entendre ce que les intellectuels ont à dire, et qui se double d'une recrudescence très inquiétante de partis pris idéologiques dans un milieu où, en principe, c'est le règne de la science, de la rationalité et de tout ce que tu décrivais tout à l'heure, qui, en principe, devrait régner. Or, on le sait, on pratique, enfin, depuis assez longtemps maintenant, je dirais, pour ma part, ce milieu. Et à l'étonnement et à l'optimisme succède non pas la désillusion, mais peut-être au moins une certaine... je suis plus ou moins désemparée par rapport à cette situation. Ceci étant dit, cela ne doit pas certainement nous empêcher de penser et de dire ce que l'on croit de la situation actuelle, qui est tout sauf celle d'une société où le dialogue, où l'ouverture à l'autre ferait partie du civisme de base. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup reculé sur ces questions-là et que l'affrontement a remplacé le dialogue. Nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, dans un monde où le compromis issu du dialogue, hein, la fameuse politique du possible, ou le possible du politique, a fait place aux confrontations violentes très souvent et à l'affrontement entre un « eux » et un « nous » qui sont considérablement polarisés, le « eux » étant toujours un autre quelconque et le « nous » étant un espèce de groupe illusoire. Dans cette situation qui paraît chaque jour plus explosive, en tout cas à mes yeux, les expressions discriminatoires, racistes, sexistes, antisémites sont désormais ouvertement exprimées dans l'espace public.
Or, les démocraties occidentales, qui pour la plupart ont désormais plusieurs siècles ou au moins quelques siècles d'existence, ont mis en place un certain nombre de règles du vivre ensemble qui ne semblent plus fonctionner. Ainsi, depuis un siècle au moins, la question religieuse, qui fut au centre de grands débats, a été reléguée soit dans la sphère privée, soit mise en dehors de la pensée politique, et beaucoup des sciences sociales ont ignoré la question religieuse. C'est depuis les années 70, en fait, on a considéré qu'au fond, on vivait dans une société laïque et que le problème de la religion était réglé. Cet impensé, qui est un impensé quand même assez énorme, rejaillit avec force aujourd'hui en occupant le centre de l'attention à la fois des États, des sociétés et des populations. Et je dois dire qu'en France, par exemple, tant les protestants que les juifs ont été en faveur de l'établissement de la laïcité au tournant du XXe siècle. Ils en étaient les plus fervents défenseurs, car l'État neutre pouvait les protéger de la toute-puissance de l'Église catholique en leur donnant un rôle officiel comme religion minoritaire. C'est très important parce que, en fait, on voit que ces deux religions minoritaires voyaient dans le soutien de l'État un rempart contre la discrimination, contre les protestants, on l'a vu après la Révolution française, et contre les juifs qui n'étaient pas des citoyens et qui le sont devenus, et qui voyaient dans la citoyenneté précisément la possibilité de s'inscrire dans un civisme. Tout le franco-judaïsme, comme si j'ose dire, est inscrit dans cette identité d'une laïcité, d'un État qui protège les minorités religieuses. Aujourd'hui, cet équilibre est rompu et la question des modalités d'intégration de la grande minorité de musulmans repose la question de façon urgente. Dans un contexte postcolonial où la neutralité de l'État ne leur apparaît pas immédiatement comme une protection, la voie semble ouverte à tous les extrémismes. Au Québec, qui a procédé beaucoup plus tardivement à la laïcisation de ses institutions, raison pour laquelle on parle de catho-laïcité, et lorsqu'on parle de vraiment la laïcisation, on n'a même pas fini la laïcisation, puisque ça a vraiment commencé dans les années 70, après la Révolution tranquille. La situation n'est pas tout à fait semblable. Ici, toutes les religions, minoritaires et majoritaires, n'ont aucun intérêt à adopter les règles de la laïcité qui les priverait de représentation et de revenus. On le voit avec le débat sur l'école privée qui rejaillit périodiquement, puisque, en fait, une grande partie des revenus des écoles privées viennent de la reconnaissance par l'État de ces églises. Églises et religions minoritaires, toutes les religions minoritaires peuvent avoir une représentation de ce type. D'où la grande difficulté à faire adopter les propositions pourtant très modestes de la commission Bouchard-Taylor, même à minima, comme l'interdiction de signes religieux de signes religieux ostentatoires pour les personnes en position d'autorité, qui pourtant me semble être la forme la plus soft d'un vivre ensemble où majorité et minorité acceptent de se côtoyer dans le respect des convictions des uns et des autres. Donc on voit que c'est des questions qui sont très complexes et quand on les inscrit dans une perspective historique, on voit à quel point les modalités de résolution de ces questions ne sont pas évidentes et les modèles dont a parlé Rachida tout à l'heure sont tout à fait pertinents, mais peuvent se conjuguer, peuvent être définis différemment. Et je m'arrête ici parce que sinon on va me renvoyer. Correct, non, merci. Alors, donc, comme on peut le voir, donc, deux perspectives complémentaires quant à l'intégration de ce vivre ensemble et le rôle de l'interculturel qui nous est proposé, soit à travers Rachida avec ses différents rôles que l'intellectuel, sur lequel on reviendra tout à l'heure pour le bien définir, si tu permets bien, hein, d'accord, et cette perspective historique de Yolande qui nous place vraiment avec un arrière-plan ô combien important en vue d'intégrer cette compréhension, on va l'appeler du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble, de meilleur vivre ensemble, on le verra tout à l'heure.
Et pour poursuivre, je vais donner la parole à Monsieur Nagy qui semble vouloir dire quelque chose. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, je prends 5 minutes aussi, juste pour présenter une idée générale sur le vivre ensemble et le rôle de l'intellectuel. Donc, de tout temps, les intellectuels, les artistes et les hommes de lettres ont œuvré pour la cohabitation des peuples et pour la paix. Ils ne cessent de dénoncer les abus, l'injustice et la violence. Cela a été leur conviction profonde et ils s'y attacheront tant qu'ils ne seront pas l'objet de manipulations politiques aux intentions belliqueuses. Malraux disait avec raison que l'art n'a pas de frontières et qu'il jette des passerelles entre les peuples, indépendamment de leurs spécificités culturelles, raciales et religieuses. En effet, l'art n'a d'autres objectifs que l'élévation de l'esprit, l'affinement des valeurs fondamentales, le respect de la nature, le rapprochement entre les humains. Si la politique peut encore être source de conflits, la politique peut être source de conflits à cause des problèmes insolubles et engendrer des cataclysmes horribles, l'art survient pour tempérer les mentalités et rappeler à l'ordre. Donnons donc plus de moyens aux artistes, aux intellectuels, aux philosophes. Ce sont eux qui mettent des digues et permettent la prise de conscience de ce qui entrave la bonne démarche de la civilisation universelle. La pauvreté est le berceau de l'extrémisme. Quel que soit son pouvoir, l'intellectuel, l'art, ne peut pas cependant tempérer les esprits. On dit, avec raison, ventre affamé n'a pas d'oreille. Il est donc nécessaire de satisfaire les besoins essentiels de la vie quotidienne de tout un chacun. L'équilibre social est rompu lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas assurés. Toutes les sociétés cherchent à se protéger et à vivre décemment. La mort étant une fatalité pour tous les hommes et femmes, il faut mettre toutes les chances du côté de la vie, de l'amour, du respect de l'autre. En veillant sur la dignité des autres, la vôtre ne sera pas mise en question ou en cause. Si chacun trouve sa place dans la société, il ne restera plus de place ni à la violence, ni à l'extrémisme, ni au racisme, ni à l'esclavagisme, ni à l'apartheid, ni à tous ces noms qui ternissent le visage et la civilisation humaine. Pour lutter contre la pauvreté, source de frustration et de révolte dans beaucoup de pays, surtout lorsque les pouvoirs étatiques prennent des mesures humiliantes envers les déshérités, les décideurs, les entreprises doivent réaliser des projets économiques dans les régions périphériques où sévissent le chômage et la précarité. Les pays africains où le recrutement des terroristes, des djihadistes, des fanatiques, des extrémistes violents gagnent du terrain de plus en plus sont appelés maintenant, plus que jamais, à établir des relations économiques de grande envergure entre eux et avec d'autres continents, à promouvoir un islam modéré, en prenant l'exemple du Maroc, pour pouvoir raisonner les jeunes et leur offrir des conditions de vie satisfaisantes. Les méthodes préventives, correspondant aux spécificités de chaque pays et entreprises selon des études scientifiques élaborées par des chercheurs, peuvent apporter des solutions à la violence imposée à certains par le sentiment endémique de la marginalisation. Pour conclure, la planète étant le bien de tous pour les raisons diverses qui unissent les peuples et les nations, chacun est appelé à trouver son image dans l'autre, indépendamment de sa culture et de sa religion. Nous devons apprendre à nos enfants à pratiquer et à vénérer les valeurs de l'empathie et du respect.
il y a plusieurs actions à entreprendre pour lutter contre le mal. La famille, l'école, les médias, les intellectuels, les associations, les écrivains et les artistes, y compris les gens du cinéma, peuvent améliorer le comportement humain. Rien n'est pire que le sentiment de vivre dans l'insécurité et la menace. La superficie de la Terre est toujours la même. La population mondiale grandit sans cesse. Et il faut trouver des moyens pour que les besoins ne bousculent pas la paix. Sinon, l'enfer serait à 2 pas. Merci. Merci, Monsieur Nagy. Alors, suite à cette intervention, sous forme de plaidoyer à ce rapprochement interculturel, rapprochement humain, rapprochement et rappel de ce qu'est la dignité humaine, ce que j'appelle, et qui est pour moi aussi au cœur de ce vivre ensemble, je vais peut-être passer la parole à qui veut la prendre. C'est Kamal ? Allez-y. Merci. Je vais commencer par le premier argument qui m'a toujours interpellé, celui du vivre ensemble, parce qu'on a vivre ensemble et on a le vivre ensemble. Moi, j'ai toujours fait la différence entre les deux. Le vivre ensemble, j'ai toujours vu ça comme un argument cuisiné quelque part dans les bas-fonds de la politique pour nous projeter quelque part vers des dimensions où l'on rencontre notre voisin, on parle avec lui pour lui dire « bon, il fait beau, très bien, ça va, merci, bonjour, on s'en va ». Ça, c'est le vivre ensemble où on est comme assis, où on vit l'un près de l'autre, avec un, comme on dit ici, tricoté serré. Par contre, quand on parle de vivre ensemble, on est dans une intimité qui est fluide entre voisins, entre gens qui se connaissent, et on peut parler on peut vraiment cohabiter ensemble dans une harmonie, et on peut se fréquenter et être vraiment intime. Donc, pour moi, il y a 2 nuances là-dessus. Pour l'intellectuel, je pense qu'il est facile, ou bien le rôle de l'intellectuel dans la société, il est facile aussi d'y aller par des réponses faciles et des voies faciles, dans la complaisance fortuite, et dire que l'intellectuel, son rôle, c'est un bâtisseur de ponts, c'est un monsieur qui est pour le consensus. Il serait facile de dire ça au début, mais pour moi, personnellement, je vois le rôle de l'intellectuel comme un monsieur qui devrait d'abord risquer son être et son essence dans le sens constant de la critique, dans le sens de la critique. Avoir un esprit critique et toujours synthétique. C'est ça le rôle, pour moi, de l'intellectuel qui devrait refuser généralement les conventions faciles et toutes les complaisances des issues qui sont aisées, où il n'y a pas un travail intellectuel poussé. Donc il y a un investissement dans le sens critique que devrait être le rôle de l'intellectuel à ce niveau. Je pense que aussi, il devrait peut-être jouer un rôle pour ce qui est de la médiation. Et vous, Gemeldine, vous connaissez très bien le sens de la médiation culturelle quand on est carrément dans le contexte de la médiation avec les citoyens. Peut-être bien que dans cette médiation, l'intellectuel pourrait revendiquer son droit ou bien une approche à l'ouverture et un droit à la singularité. Une approche à l'ouverture à travers la culture et le droit à la singularité par la revendication du droit à la différence. Et c'est à travers ça qu'on peut faire le premier pas. Parce que, dans le fond, dans la société où on vit, je ne pense pas qu'on vit dans un monde facile. Notre monde ne va pas bien. Notre monde ne va pas bien. Je pense qu'il y a un problème moral dans le monde où l'on vit, une crise morale et un problème de dénuement culturel. Il y a un problème de dénuement culturel où la culture parfois est vue comme le parent pauvre de l'autre, je mets l'expression entre guillemets, et la vision envers la personne ou bien envers l'intellectuel est toujours assez réduite. C'est bien qu'on pose aussi le questionnement où l'on voit le manque d'engagement politique
des citoyens? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, une façon de pousser les citoyens à s'impliquer et à remplir aussi le rôle intellectuel? Comme disait Michel Onfray, est-ce que, par exemple, ce refus de s'engager politiquement, est-ce que ça ne serait pas une raison de s'investir comme intellectuel soi-même? Donc il y a des questionnements à ce niveau. Les issues sont différents. Je pense que l'intellectuel peut être le médiateur, peut être le bâtisseur, mais il ne doit en aucun cas se désinvestir de son sens critique, et il devrait continuer à bâtir des ponts. J'entends aussi des choses, les écrivains comme des ambassadeurs culturels, tout ça, ça pourrait être des connotations, des consonances, on pourrait les entendre un peu partout, mais la paix et la justice sociale devraient être au sens de toutes les préoccupations. Merci. Merci, c'est Kamal. Alors donc, sens critique, paix, justice, distinction entre le vivre ensemble et vivre ensemble. On va y revenir certainement avec toi et avec l'assistance. N'hésitez pas à c'est à la fin qu'on pourra poser des questions, n'est-ce pas? Donc, c'est trop tard pour le début, n'est-ce pas? Monsieur Nagy, est-ce que vous voulez intervenir? Moi, je dirais très rapidement que je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'intellectuel... Vous savez, il y a une anecdote très sympathique. François Mitterrand est allé en Angleterre une fois. Il a demandé à la reine d'Angleterre, « J'aimerais bien rencontrer vos intellectuels. » Il lui a dit, « Vous savez, dans ce pays, c'est une catégorie qui n'existe pas. » Donc c'est vraiment c'est une invention française, et c'est bien aussi de se demander pourquoi on passe notre temps à se demander c'est quoi un intellectuel. C'est généralement les gens qui passent leur temps à essayer de comprendre qui ils sont. C'est une vieille tradition chez les intellectuels occidentaux de se demander tout le temps qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel. En réalité, aujourd'hui particulièrement, je pense que le rôle des gens qui travaillent dans le savoir, parce que les intellectuels, ça travaille dans le savoir, ça travaille dans les mots, dans les livres, avec des concepts, ça problématise. Donc une des missions qui me semblait plus urgente, c'est d'abord de s'occuper des mots. Tout à l'heure, on parlait des médias, on parlait de tout cela. Sur la question du vivre avec, enfin, même le vivre ensemble est quand même une tarte à la crème, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et de s'occuper de cela, quand on parle de vivre ensemble, de diversité culturelle, de toutes ces notions qui ont été fabriquées à un moment donné, à partir des années 40, 50, 60, quand même pas oublier ce qu'il y a eu avant. Bon. Le rôle des intellectuels, moi quand j'avais 20 ans, j'ai lu un livre qui s'appelait Au-delà de toute pudeur, qui a été écrit par Madame Soumienne et Amel Gessous. Comme disait Camus, mal nommer une chose, c'est rajouter au malheur du monde. Le rôle des intellectuels, c'est de trouver le nom. Comment on appelle la chose. Et pour ça, il faut aller dans les archives, il faut lire, il faut passer plus de temps à lire qu'à écrire. Et il faut surtout ne pas oublier que notre problème, c'est les mots. Regardez comment on est passé de réfugiés à migrants, c'est-à-dire de personnes vulnérables à cibles. Alors, le rôle des intellectuels, c'est de faire ce travail. C'est de dire un réfugié, c'est quelqu'un de vulnérable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on laisse couler dans la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les médias, il y a un gros travail à faire sur les médias fabriquent de la novlangue, des expressions toutes faites. Le rôle des intellectuels, c'est de déconstruire ce discours. Il existe aujourd'hui une raison médiatique qui est dangereuse, qui fait qu'au lendemain du 11 septembre, on nous a montré de fausses images de soi-disant musulmans qui étaient très heureux que les Twin Towers aient explosé, que c'était des montages. Nous avons à travailler sur le faux discours. Il y a aujourd'hui à se préoccuper véritablement de ce que fait l'actualité, cette fausse histoire immédiate, et être tous ensemble. Pourquoi ? Parce que l'intellectuel a une obsession, c'est la construction de la haine. En philosophie, la haine est une épreuve. C'est quelque chose de terrible. Pourquoi ? Parce que la haine est une construction. C'est tous les jours qu'on apprend à haïr les autres. C'est tous les jours qu'on trouve des arguments pour haïr les autres. En Allemagne, ça a pris pratiquement 70 ans pour arriver à ce qu'on a fait aux Juifs. La colonisation, ça a été pareil. Et finalement, c'est toujours la même histoire. C'est qu'à un moment donné, l'intellectuel peut être, je vais le dire vulgairement, les intellectuels peuvent être des salauds aussi. Il y a eu des intellectuels pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été terribles, horribles, affreux. Puis il y en a d'autres qui ont été dignes, justement, de ce métier, qui doit être un beau métier. Il y en a qui ont vendu leur âme au diable, les autres sont restés propres. Camus est resté impeccable. Chez nous aussi, il y en a eu des gens formidables. D'autres ont écrit des horreurs, ont écrit des manifestes pour la mort. Or, Sy Nagy a dit une chose très touchante, il a parlé de la vie, il a parlé
L'intellectuel s'occupe des moyens d'accomplissement de la vie vivante, de la vie sociale, du lien social. Or, aujourd'hui, quand on parle de vivre ensemble, on a inventé cette expression parce qu'il semble que le lien puisse se déliter. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, les intellectuels travaillent dans le temps long. La télévision, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Et pour écrire un livre, ça prend 3-4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on n'a pas toujours le temps d'être réactif. Donc je crois qu'il faut peut-être aussi que les intellectuels sérieux s'occupent des médias, qu'ils aillent dire ce que vous racontez aux gens est faux. Cette expression n'a aucun sens. Vous êtes réfugié ou migrant. Et puis migrant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui passe son temps à migrer. Mais quand on est dans un camp et qu'on se fait tabasser, on ne passe pas son temps à migrer. On invente aujourd'hui des expressions toutes faites. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps, je m'arrêterai là-dessus, pour qu'on pourra en débattre. Ça fait à peu près 50 ans qu'on n'avait pas véritablement réinventé le lexique de la haine. On est en train de le réinventer aujourd'hui. Il y a de l'antisémitisme, il y a de l'islamophobie, il y a un racisme contre les Blancs, contre les Noirs. Et tout ça, malheureusement, historiquement, ça commence à partir des années 60, quand justement, on a créé le culte de la différence. Ce n'est pas avec de la différence qu'on crée de la société, c'est avec du commun. Qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, les intellectuels, leur rôle, c'est de dire, attendez, il y a plus de choses en commun que de différences. Et d'ailleurs, sans commun, les différences n'ont aucun sens. Je suis différent, ça ne veut rien dire. Je suis différent d'eux, je suis différent de ce que nous avons en commun. D'où la question des langues, d'où la question de la culture. Donc je crois véritablement, je finirai là-dessus, qu'on a une fonction dans ce domaine du savoir, c'est d'essayer de retrouver l'origine du mal à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on nomme mal les choses? C'est politique, c'est économique, et ça a une visée bien particulière, séparer les gens, créer des haines, parce que c'est tellement plus facile à gérer une société où on a un ennemi que des sociétés où on a des amis. Merci, Monsieur Jahidan. J'allais dire que c'est un discours très familier au grand champ des médiations interculturelles, dans le sens où analyser une situation, la représenter, proposer des avenues, c'est le travail d'un véritable médiateur interculturel notamment. Et les faiseurs de mots, qui sont les auteurs, les écrivains, doivent justement, et ça c'est le punch que je voulais vous proposer, et être aussi des médiateurs interculturels des mots pour vivre, et non pas pour distinguer les uns des autres, et non pas de faire des minorités-majorités. Qu'est-ce qu'une minorité par rapport à une majorité? Si elle se définit, comment la définir, etc. etc. Donc, l'idée, c'est, en effet, et c'est quelque chose qui va dans la direction qu'on veut donner à ce débat-là, le rôle de l'interculturel, faiseur de mots, attention. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? C'est bon? D'accord. Alors, donc, oui, il n'a pas parlé, mais il va parler. Ben oui. La deuxième fois que... Ben je veux que vous disiez quelque chose. Pour qu'au moins je fasse le tour et après on passera à un autre round. Merci pour votre insistance et votre oubli inconscient. Je ne vais pas être long parce que tout a été dit, mais je voudrais tout simplement dire que parler de l'interculturel, parler de vivre ensemble suppose plusieurs entrées. Et plusieurs entrées. Une entrée conceptuelle, on en a parlé. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont disserté sur le vivre ensemble, sur l'interculturel. On peut évoquer, comme vous l'avez bien souligné, Foucault, on peut évoquer Sartre, on peut évoquer Camus et d'autres. Barthes également, il a posé la question, cette question-là, et pouvons-nous vivre ensemble? Touraine également. Donc il y a plusieurs entrées. Mais l'entrée principale, et qui lie tout ça, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, l'école. Avant d'en arriver là, tout le monde sait quel est le rôle de l'école, définir l'intellectuel. Qu'est-ce que c'est que l'intellectuel?
qu'il est-il? Nous sommes tous des intellectuels, tout le monde est intellectuel, mais en général, les définitions qui sont données dans la littérature, il y a deux types d'intellectuels qui sont généralement connus. L'intellectuel, c'est celui qui pense, c'est celui qui utilise son cerveau pour produire du savoir, c'est celui qui exerce un des métiers classiques qui s'inscrivent dans le paradigme des métiers, penseurs, philosophes, écrivains, auteurs, etc. Et une autre catégorie, un autre paradigme que d'aucuns, comme Bourdieu, appellent l'intellectuel collectif. C'est cet intellectuel collectif qui est à construire. Pas simplement à construire théoriquement, mais à amener, à produire, à avoir de l'impact. Où ça? À l'école, dans la société, dans les associations, etc. Et quel est son rôle? D'abord, ça a été dit, c'est un médiateur, d'accord? Mais c'est surtout un translateur, un traducteur, un passeur. Et on le sait, si on fait, on prend par exemple l'histoire des pensées, nous avons des passeurs de l'interculturalité et qui doivent être enseignés à l'école, qui ne doivent pas être évacués. Depuis qu'on a évacué la philosophie, la sociologie dans les lycées, etc., on en est là où l'on sait. C'est-à-dire que enseigner Ibn Battuta, enseigner les milieux de nuit, enseigner les historiographes marocains, enseigner les qui ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Rien que La Fontaine, par exemple, Voltaire, les enseigner. Pourquoi? Initier les générations à ce que c'est que l'interculturel, le vivre ensemble, l'altérité, la différence, le droit à la différence. Et par la suite, enseigner les nouvelles générations des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits culturels, les droits linguistiques, la nouvelle génération de droits. C'est l'école qui doit faire. L'intellectuel, s'il reste dans sa sphère, dégagé dans sa sphère, dans sa tour d'ivoire, j'allais dire, c'est un mot déplacé ici, et qui ne transmet pas ces valeurs, les valeurs de l'interculturalité, le multiculturalisme, etc., à l'école, au lycée, à l'université, dans la société et dans des forums où il y a l'occasion est donnée pour, par exemple, ce centre culturel, les autres centres, et c'est là où l'on peut peut-être dire que l'intellectuel, par le relais de l'école, par le relais de la société, par l'engagement, etc., pourrait vraiment œuvrer de manière pratique et conséquente à disséminer, à inculquer tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on peut développer comme idée contenue dans la notion de vivre ensemble, des choses culturelles, multiculturalisme, etc. etc. Ouais. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors voilà un autre jalon dans notre débat qui est le rôle de l'éducation, le rôle de l'intellectuel et l'éducation en vue de ce vivre ensemble, à définir, à redéfinir, à redessiner. Et je suis d'accord avec monsieur Jaidan pour pouvoir, sans pour autant paraphraser Sartre, l'intellectuel n'existe pas, disait-il. Sartre, il l'avait déjà dit il y a plusieurs années. Et c'est ce qui m'a un petit peu titillé pour dire... parler du rôle de l'interculturel, le rôle de l'intellectuel dans cette promotion du vivre ensemble en lien avec l'interculturel, qui est-il cet interculturel? Et je vais passer la parole à mon ami pour faire quelques commentaires là-dessus. Je veux savoir qui est l'interculturel. Dans ce débat-là, de l'intellectuel. OK? Dans ce débat-là. En lien avec le vivre ensemble. Je vais paraphraser Guy Bedos, absolument. Non pas Guy Bedos, mais je vais paraphraser l'humoriste qui est mort. Cette posture est une imposture. Comment il s'appelle? Raymond Devos, c'est ça. Raymond Devos.
cette posture est une imposture. Donc pour moi, l'intellectuel, ça peut être une posture, ça peut être aussi une imposture. Et ça peut être les deux. Hein, d'accord. Est-ce que l'intellectuel, c'est un universitaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a décroché un diplôme? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un doctorat? Est-ce que c'est quelqu'un qui est assis sur un poste de professeur à l'université? Pour ma part, l'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui pose la question du sens et qui essaie de contribuer à y fournir des éléments de réponse. Je dis bien des éléments de réponse. C'est quelqu'un qui pose des questions, bien plus qu'il ne propose de réponses. C'est quelqu'un qui est préoccupé davantage par les finalités que par les modalités. Et dans ce sens-là, l'intellectuel peut être partout et pas seulement dans les, comment dirais-je, dans les sanctuaires où on pense le trouver. En gros, c'est un peu ça. Je voulais juste dire un mot par rapport au vivre ensemble. J'ai écrit, mon essai s'intitule « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche ». Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre-là, puisque c'est un gargarisme. Et pour ma part, c'est une formule que je voudrais tellement congédier à grands coups de pied au derrière, parce qu'effectivement, quand une expression devient à ce point galvaudée, réchauffée, il est temps de se pointer au salon funéraire. Je l'ai déjà écrit. Ça veut dire que l'expression est en train tranquillement de se diriger vers le cimetière des slogans périmés. Ok, merci. Donc là, ça ouvre quand même une autre dimension, hein, de ce qu'est le vivre ensemble aujourd'hui. Et on se gargarise avec ce mot depuis quelques années et ô combien on essaie de le dépasser pour dire qu'est-ce qu'on fait avec. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens qu'on peut proposer? Et Monsieur Driss a essayé d'ouvrir un petit peu les portes de ce rôle investi ou accordé à cet intellectuel à définir en lien avec le sens de ce vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il est? Yolande? Oui, je ne répondrai pas à la question, mais je ferai juste quelques remarques par rapport à la discussion. Il me semble que le problème n'est pas tellement d'avoir des intellectuels qui indiquent la voie à suivre que, en effet, de travailler sur les mots et sur les réalités que l'on perçoit à partir de nos expériences propres. Et je voudrais dire qu'on peut décider de congédier les différences. On peut décider de dire nous sommes tous semblables et on va faire ensemble des choses qui nous conviennent. À un moment, je me rappelle, au Québec, on avait l'idée, ce mot n'est plus à la mode, mais de faire des projets de société. Alors, on avait un projet de société. Je trouvais ça formidable parce que je me disais, on peut rêver comme ça d'un projet de société. Et le vivre ensemble, c'est un peu la même chose. C'est un projet comme ça dans lequel on se projette dans l'avenir et puis on se dit, oui, on pourrait vivre ensemble. Or, on sait, le lien social est quelque chose qui se construit, qui n'est pas donné, et il se construit à partir de différences. Et comme féministe, je dois dire qu'on a beaucoup travaillé depuis les années 70 sur cette question de comment inscrire la différence des femmes à l'intérieur d'une société qui les minorise et qui non seulement minorise, mais assigne une place subordonnée aux femmes, de manière systémique ou pas, de manière définitive ou pas, et que, en fait, donc, ce à quoi je crois plutôt, c'est à la force de mouvements sociaux. Et ces mouvements sociaux peuvent s'appuyer sur des théories ou des définitions intellectuelles. Et la plupart du temps, il y a un mouvement de va-et-vient, de définitions conjointes, des fois dans le meilleur des cas. Et dans le cas des féminismes, je pourrais dire que les plus grandes victoires qui ont été obtenues par les féministes ont été des victoires qui ont permis à ces mouvements de femmes, qui soient d'ailleurs de toutes sortes de mouvements. Dans mon livre sur les femmes philanthropes, catholiques, juives et protestantes, et même dans le livre que nous avons fait sur les séfarades, on voit très bien qu'il y a des mouvements d'intégration
et je parle que ce soit pour des femmes ou pour des mouvements minoritaires ou des groupes minoritaires, dans le cas des Juifs marocains, un groupe minoritaire religieux, dans le cas des femmes, un groupe majoritaire mais qui a été minorisé, on voit très bien que le moment du changement arrive lorsque il y a une coalition de groupes qui se font sur des objectifs plus ou moins communs qui émergent au moment d'un mouvement social. Et dans les années 70, on a pu voir ça pour les femmes, sur la question de l'avortement, sur la question de l'égalité, des droits, etc. Toutes les femmes n'étaient pas d'accord. On était loin d'être d'accord. D'ailleurs, il y a autant de femmes qu'il y a de positions féministes. Mais la coalition qui s'est faite sur un certain nombre de revendications essentielles a réussi à débloquer et à faire en sorte qu'il y ait eu un changement qui me semble un changement majeur, parce que de là découle toute une série de choses sur le contrôle du corps, sur la question des violences sexuelles, etc. Pour ce qui est du vivre ensemble et des minorités religieuses vis-à-vis d'une majorité qui n'est d'ailleurs, c'est très complexe, parce que la majorité religieuse au Québec, c'est qui les catholiques, ils ont eux-mêmes peur. Là, on décide d'enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Il y en a la moitié qui en veulent, l'autre moitié qui en veulent pas. Donc, la question aujourd'hui du vivre en commun ou du lien à rétablir entre les différentes minorités religieuses et les majorités, je pense qu'elle peut se faire sur des points communs. Et je pense qu'il y en a un certain nombre qui se sont dévoilés, en tout cas au Québec ces dernières années, qu'on a encore de la difficulté à accepter, mais sur lesquels on pourrait se mettre d'accord. Et à partir de là, peu importe si c'est un intellectuel qui porte ça ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en effet, notre rôle, c'est peut-être de faire émerger des consensus sur des éléments qui peuvent éventuellement correspondre à un mouvement social plus large. Merci Yolande. Et là, on va... donc, c'est l'intellectuel citoyen. Hein, c'est l'intellectuel public citoyen. Et ça nous fait avancer dans le débat, dans la mesure où cette casquette d'interculturel qu'on essaie de définir, redéfinir, l'existence et pas, en bout de ligne, on s'adresse aux citoyens et son rôle d'intervention dans cette société ou ces sociétés-là, en vue d'avoir un sens, de vivre avec l'autre, quel qu'il soit. Si Kamel, tu veux... Brièvement, c'est Mouha. Je veux juste apporter un témoignage d'un vécu, parce que on a été avec beaucoup de monde. À propos de l'interculturel, on se gargarise avec ce mot beaucoup plus si on parle d'interculturalité, d'interculturalisme. Alors que le sens, il faut faire attention au sens la plupart du temps. Mais il semble qu'il y ait un argument très intéressant à ce niveau, c'est celui de se trouver au niveau de l'interculturel entre deux bords et pas un seul. À part le fait, c'est de s'accepter soi-même pour accepter l'autre, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité, parce que si moi je travaille au niveau de l'interculturel et l'autre ne reconnaît pas cette réciprocité, ce problème est posé. Nous l'avons vécu de manière continuelle durant plusieurs débats, et ce qui émerge souvent, c'est la contestation de la fusion des identités. Cette contestation, peut-être on l'a vu parce que peut-être au Québec, au niveau du Québec francophone, il y a une certaine tendance à revendiquer ce qui est légitime. Peut-être on travaille ici dans un débat politique, mais certaines particularités du Québec où on revendique une certaine souveraineté, on ne veut pas se mélanger avec les autres. À ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui résistent. Même dans des débats littéraires, il y a des Québécois qui ne venaient pas parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Il faut dire les choses comme ça. Il faut nommer un chat, il faut le dire. Par contre, il y a des gens magnifiques qui discutent.
Et je pense, comme disait Yolande Cohen, à ce niveau, je suis d'accord, il faut trouver des points communs. Parce qu'il faut cheminer là-dessus. Et ces points communs, c'est des valeurs communes, peut-être bien pour cheminer vers une identité collective. Mais encore, la question reste comment cheminer vers l'identité collective. Et je m'arrêterai là. Merci, Sikamen. Oui, avant d'ouvrir à l'assistant, je vais demander à Sinaji, il veut faire un petit commentaire, et je te donnerai la parole. D'accord. D'accord, merci. Je voudrais juste faire une distinction entre être intellectuel et être éduqué. Il y a des gens qui sont éduqués, qui ont un bon niveau d'éducation, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, etc., mais qui ne sont pas intellectuels. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent pas de savoir, ils n'écrivent pas, ils ne publient pas, ils ne créent pas un débat, ils ne participent pas au débat. Donc voilà, donc l'intellectuel, c'est celui qui participe au débat, qui produit du savoir, qui publie des chroniques, des articles, des contes, qui écrit, voilà, donc qui a eu un impact sur la société du point de vue culturel et intellectuel. Même chose pour l'artiste. Voilà. Cela dit, il faut distinguer entre intellectuel citoyen et intellectuel rétrograde et réactionnaire. Il y en a plein, même aujourd'hui. Pas tous les intellectuels sont des progressistes, ont l'esprit critique et cherchent, c'est-à-dire l'amélioration de la condition des êtres humains. Pensons à la condition féminine au Maroc. Aujourd'hui, il y a un débat sur l'héritage et bon nombre d'intellectuels conservateurs disent « pas question de changer cette loi, c'est la loi de Dieu ». C'est la charia, vous voyez? Alors que d'autres intellectuels qui ont un esprit plus ouvert ouvrent le débat et disent qu'il y a toujours moyen de réformer cette loi. Hein? La même chose, dans tous les pays, il y a des intellectuels qui participent, qui soutiennent des guerres, des dictatures, etc. Mais il y a des intellectuels citoyens progressistes et qui cherchent la justice sociale, les droits humains, l'égalité des sexes, la protection de l'environnement, qui ont un avis plus progressiste sur l'avenir de la société. Merci. Tout à fait, merci. Donc, je vais ouvrir... Oui, un petit mot. Excusez-moi. Oui. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, si vous permettez, pour donner la parole à quelqu'un qui vient de nous rejoindre, oui, qui devait être parmi nous au début, mais à cause d'un empêchement professionnel, c'est un professeur à l'UQAM, M. Abdelhak Sari, qui est conseiller de la ville de Montréal et qui va dire un petit mot au nom de la ville de Montréal. À vous la parole. Vous avez 1 minute pour dire le petit mot et 1 minute pour réagir. Parce que, vous savez, c'est un politicien et vous avez attaqué les politiciens. Il va vous répondre. Hein? On n'a attaqué personne. Okay? Je suis pas mal habitué à cette minute parce que généralement, quand je me lève au conseil, j'ai 1 minute. Alors, vous allez voir que ça va être pas mal bref. Alors, premièrement, permettez-moi de féliciter le Centre pour cette initiative culturelle qui est exceptionnelle. On voit quand même qu'il y a une brochette ici qui m'a précédé dans la parole et c'est très important. Ils ont haussé la barre pas mal. Mais j'aimerais tout simplement, autant au niveau d'une ville, on est dans une ville cosmopolite et où l'interculturalisme et non pas le multiculturalisme est très présent. Moi, je dis qu'il faut vivre Montréal et non pas vivre à Montréal. Parce que quand on vit Montréal, on vit sa diversité et on vit sa beauté et on vit la diversité même parfois météorologique. Hein. Alors, c'est très important de bien, je dirais, savourer le multiculturalisme. Et je pense une fois, j'étais avec mon ami Kamel et on était dans une présentation à Montréal-Nord. Il avait entendu une fois, j'ai dit, moi je suis contre le multiculturalisme parce que pour moi, il représente une mosaïque. Moi, je suis plus pour un interculturalisme qui représente une salade avec des cerises, un peu de saveur, l'huile d'argan. Pourquoi l'huile d'olive de Attawiyat, pourquoi pas? Et avoir un peu d'olive, avoir un peu de saveur. Et par la suite, ça va donner toute une arôme. Et on va avoir une belle salade.
Mais ça, c'est la première minute pour représenter la ville où je suis fier d'être conseiller de ville. Je suis très, très fier d'être aussi enseignant dans une université où on voit la diversité. Mais pour juste une petite réplique rapide, j'étais une fois avec M. Abdessadq Rabi, puis on parlait, je lui dis, moi je suis très fier de vous parler de temps à autre quand je visite le Maroc, vous êtes quelqu'un d'intellectuel. Il me dit, je ne suis pas un intellectuel. Et là, je voyais un politicien qui m'a donné la première leçon politique. On peut être politicien et en même temps bâtisseur de ponts. Et on peut être des politiciens progressistes. On peut être aussi des intellectuels, mais malheureusement, on voit juste le côté, excusez-moi le terme, la prostitution intellectuelle aussi, on a pas mal. Et aujourd'hui, j'ai aimé le débat, j'ai aimé comme quoi la question de Sidris, il l'a bien mentionné, qu'est-ce que l'intellectuel ? C'est qui? Comment on peut le définir? Moi, je pense que le moment qu'on va essayer de le définir, on va le perdre. C'est très important. On ne va pas le définir. C'est quelqu'un qui se reconnaît. Puis quand il se reconnaît, tout simplement, il va vraiment savoir que, tout simplement, il vulgarise sa méconnaissance.